Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Dans 15 jours, les Français seront appelés à choisir leurs élus départementaux et régionaux, c'est pas inutile de le rappeler. Encore une élection sur fond de Covid, même si ça n'est pas évidemment la même situation que lors des municipales il y a un an. Le déconfinement qui s'accélère, retrouver la vie d'avant, c'est aussi aller voter. En tout cas, tous les partis politiques espèrent que les Français retrouveront le chemin des urnes. Et le gouvernement, lui, ressort les réformes, celle de la retraite en particulier. On va en parler avec nos invités. Patrick Mignola, bonjour. Bonjour, Vous êtes vice-président du MoDem et président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, député de Savoie par ailleurs. Et bonjour Alexis Corbière, vous êtes député de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise. Preuve donc que la vie reprend son rythme. Mercredi, couvre-feu repoussé à 23h, les restaurants rouvrent à l'intérieur. Pour l'instant, ils ont toujours droit à des aides. Emmanuel Macron ira en rencontrer d'ailleurs mardi dans la Drôme. Patrick Mignola, le quoi qu'il en coûte doit prendre fin, dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Pour vous, quel sera le critère qui permettra de dire qu'on peut arrêter les aides ? La difficulté des entreprises. Il y a certains secteurs qui redémarrent très vite, et tant mieux, parce qu'on a tous envie de reprendre vie et il faut que l'économie reprenne vie aussi. Et il y a d'autres secteurs qui vont redémarrer plus lentement, soit parce qu'ils ont été fermés administrativement, on pense aux bars, aux restaurants, et là il faudra qu'on continue les aides et que la baisse soit vraiment progressive. Et puis il y a d'autres secteurs qui sont en mutation profonde, l'aéronautique, l'automobile. Et là aussi, il faut qu'on accompagne à travers des plans de mutation. Vous pensez que sur ces secteurs-là, les aides pourraient durer plus longtemps encore ? Et que ces aides aillent même en investissement et rentrent aux capitaux des entreprises pour permettre les mutations. Si que l'État rentre au capital des entreprises. Aujourd'hui, on a obtenu l'autorisation de l'Union européenne de rentrer en fonds participatifs, d'avoir des fonds d'investissement qui viennent dans les entreprises sans alourdir leur endettement. Si demain on doit tous rouler en voiture électrique, si on veut développer l'avion à hydrogène, assez naturellement, on ne pourra pas demander à ces entreprises de rembourser des prêts garantis par l'État ou au contraire d'aller vers l'austérité. Elles ont besoin d'investir. Donc l'État devra devenir actionnaire. Assez naturellement. Alexis Corbière, quand est-ce que vous penserez, vous, que les aides pourront être supprimées ? Moi, surtout, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu des aides publiques qui ont été apportées. Et c'est quelque part un dogme aussi des libéraux qui s'est effondré. Il y a des moments où il faut investir. Et on aurait pu imaginer que la crise du Covid pouvait être comparée aussi au drame de la pauvreté qui frappe ce pays, etc., etc. Beaucoup de choses que nous portions. Ça, déjà, c'est un point. Mais moi, le reproche que je vais faire, c'est qu'on a accordé des aides publiques à des groupes sans les conditionner parfois. Il y a des entreprises, indiscutablement, notre tissu TPE, PME en a besoin. Mais je connais des grands groupes qui, eux, ont touché des aides publiques et organisent encore des plans de licenciement. Ce qui a été reversé aux actionnaires, 51 milliards d'euros cette année reversés aux actionnaires, est record. Et nous, on pensait... Donc pour ces entreprises-là, il faut arrêter les aides maintenant. Moi, je pense qu'ils doivent même rembourser ceux qui ont licencié, ceux qui ont profité de la bonne occasion, si je puis permettre l'expression un peu triviale, des aides publiques et du moment Covid, pour aller vers plus de rentabilité. Nous, on a même proposé une loi, on l'avait appelée pour pas qu'il y ait de profiteurs de crise. Tous les surprofits dans la période auraient dû être un peu rabotés fiscalement pour qu'on les utilise après pour aider nos petites entreprises. Donc les grosses entreprises qui donnent de l'argent aux actionnaires doivent rembourser. Si elles font des profits qui sont records, si elles reversent des sommes records à leurs actionnaires alors que nos petites entreprises en ont besoin, c'est de l'argent public gaspillé. Alexis Corbière, en un an, les Français qui le peuvent ont épargné 142 milliards de plus par rapport à une année normale. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette épargne ? Il faut encourager les Français, pourquoi pas, à ce que ce soit réinjecté dans l'économie. Comment, par la consommation ? Moi, notamment, après, je pense même qu'il faut aller vers, vous savez, ce qui est important, c'est que la consommation populaire se relance. Alors, notamment, nous, on porte l'idée d'augmenter les salaires, les salaires à commencer par le SMIC, hein, oui, mais sur l'épargne, là, qu'est-ce qu'on en fait ? Notamment, s'il y a des possibilités d'encouragement qui ne sont pas à risque pour que les Français investissent, notamment dans ce tissu de petites entreprises, ça peut être utile. Je crois que d'abord et avant tout, on a besoin d'une économie populaire, TPE, PME, c'est elles et eux qui doivent être aidés. Patrick Mignola, le patrimoine des 42 milliards de Français a augmenté de 68% pendant la pandémie. Au moment où tout le monde applaudit aujourd'hui la taxe de 15% minimale au niveau mondial pour les grands groupes internationaux, est-ce qu'en France, ce n'est pas le moment de relancer le débat sur une contribution exceptionnelle ou sur l'ISF ? Il faut garantir aux Français que les impôts n'augmenteront pas et que ce n'est pas eux qui vont payer la dette Covid. D'abord parce que vous l'avez très bien dit, il y a 142 milliards d'épargne. Les Français ont la possibilité à eux seuls de doubler le plan de relance. Le gouvernement a mis 100 milliards, les Français pourraient mettre 100 milliards aussi s'ils veulent reconsommer, s'ils veulent faire des travaux chez eux, s'ils veulent changer de voiture pour avoir des voitures plus propres. Donc il faut qu'on les encourage à ça. Et c'est sûrement pas en augmentant les impôts qu'il faut le faire. Ce qui s'est passé il y a 2 jours, le fait qu'enfin on fixe un impôt société plancher pour les grandes entreprises numériques, mais toutes les grandes entreprises. C'est une proposition que nous, avec le groupe des démocrates, on avait portée à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps-là, il n'y a pas ce débat-là en France sur une contribution exceptionnelle des plus riches, par exemple, ou sur l'ISF. Il n'y a pas un décalage là ? Tout à l'heure, il n'y a pas un décalage là ?
entre cet impôt mondial et puis le fait qu'en France, on ne parle plus d'ISF ni de la contribution exceptionnelle. La démarche, ça doit être une démarche de justice fiscale. On ne pouvait pas avoir des entreprises qui payaient en moyenne 7% d'impôts sociétés, les grandes, quand les PME en payaient 27%. Ça, c'est pas possible. Mais au lieu de dire, tiens, on va s'intéresser à la fiscalité des particuliers, qui est déjà la plus élevée que partout ailleurs dans les pays de l'OCDE, il faut venir sur les entreprises. La démarche Biden, c'est une démarche qui est utile, parce que non seulement elle permet de rembourser une grande partie de la dette Covid, si ça marche, et si ça va au bout lors du G20 de Venise au mois de juillet, mais en plus de ça, ça nous permet de remettre de la justice fiscale. Et c'est ça qui nous manquait dans le pays. Vous vouliez réagir, Alexis? Non, parce que la justice, c'est l'impôt. C'est pas un juste impôt. Quand on est républicain, on doit défendre l'impôt. C'est pas confiscatoire. C'est un outil pour redistribuer. Moi, concrètement, si on parle de cette affaire, M. Biden avait, lui, réclamé 21% de taxation. C'est tombé à 15%, ce qui est très bas et qui est à peu près au niveau de la Suisse, en vérité, le nombre de paradis fiscaux. Si la France s'était battue à cette occasion pour aller jusqu'à 21% de taxation au niveau de cette taxe mondiale, c'est plusieurs milliards qu'on pouvait récupérer en France, notamment. Et il faut être beaucoup plus énergique concernant les GAFA. Je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une série de grands groupes. Est-ce qu'on peut les nommer sur ce plateau? Mais on en connaît certains, évidemment, qui font des profits en France et sur lesquels nous devrions, nous, avoir une attitude beaucoup plus énergique pour exiger qu'ils déclarent leurs impôts sur les revenus qu'ils réalisent dans notre pays. Et puis, pour terminer, oui, tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur l'ensemble de l'épargne. Indiscutablement, mais ça a été pointé dans votre question à Patrick Mignola, la suppression de l'ISF dans le contexte actuel est une absurdité, pardon de le dire comme ça. Enfin, les plus fortunés doivent participer à l'effort. Ça nous ferait quand même 3 à 4 milliards d'euros d'argent public qui a été redonné aux plus fortunés qui, effectivement, aujourd'hui, font une richesse qui est record en France. Observons cette situation. Ils n'ont pas réinvesti. Et comme vous le savez, le groupe que je préside à l'Assemblée était très réservé sur cette réforme de l'ISF. Je le sais. Et vous l'êtes toujours. Parce que la proposition initiale du président de la République, c'était de dire on doit supprimer l'ISF pour tout ce qui va dans l'économie. Or, l'IFI, tel qu'il a été créé, il ne porte que sur l'immobilier. Et alors, pas pour autant que l'argent revient dans l'économie. Critique comme parlementaire. Là, pour le coup, même si on est en opposition, j'approuve ça. Nous, comme parlementaires, et on n'a pas le temps, l'émission doit aller vite, mais quand même, c'est très frustrant de voter des choses qui ne sont pas évaluées et dont je remercie l'honnêteté de Patrick Mignola de considérer que finalement, c'est un échec parce que ça n'a pas été relancé dans l'économie. Patrick Mignola, est-ce qu'il faut relancer le débat sur l'ISF en France? Mais moi, je pense qu'il faut relancer le débat pour les 5 ans qui viennent, pour la prochaine législature, et qu'on y travaille dès maintenant, pour qu'on ait une fiscalité qui est moins lourde quand l'argent va vers l'économie, quand elle crée des emplois, quand elle protège des emplois, et qu'elle soit plus lourde quand c'est uniquement un patrimoine de rente. Alors, on va parler des retraites maintenant, parce que vous savez que le président de la République, dans le Lot, a parlé de la réforme des retraites, et depuis, beaucoup de ministres y viennent. En tant que président de groupe parlementaire, Patrick Mignola, du MoDem, est-ce que vous pensez possible qu'une réforme des retraites soit votée avant la présidentielle? Écoutez, le calendrier, ce sera une décision du président de la République. Mais moi, ce que j'apprécie, parce que j'entends bien les débats depuis 48 heures, c'est que le président de la République a dit la vérité. Parce qu'au fond, on avait essayé de bâtir une réforme des retraites pour équilibrer le système dans 15 ans. Ça, on va y revenir. Mais juste, je voudrais d'abord savoir, est-ce que pour vous, cette réforme des retraites peut être votée factuellement, matériellement, avant la présidentielle? S'il n'y avait pas de présidentielle l'année prochaine, est-ce qu'il faudrait faire quelque chose? Oui, absolument. Donc si on doit faire quelque chose, faisons-le avant. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de dire la vérité. Il faut le faire avant la fin du quinquennat. Aujourd'hui, la question, c'est plus de savoir si les retraites seront équilibrées, parce que le régime est de toute façon déséquilibré. Si elles seront équilibrées dans 15 ans, la question, c'est de savoir si dans 2 ou 3 ans, on pourra encore servir les pensions au niveau où elles sont aujourd'hui. Il faut la faire avant la fin du quinquennat? Mais moi, je pense qu'il faut l'entamer dès maintenant. Ça permettra à chacun de se positionner, dans le calendrier. Dans la majorité de l'opposition. Mais vous avez un budget qui arrive à la fin de l'année, vous avez un PLFSS. Moi, je mets simplement une condition. On sait qu'on devra tous travailler plus longtemps. C'est en 1980, on partait à la retraite à 65 ans et on vivait 15 ans de moins qu'aujourd'hui. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour voir que le régime est déséquilibré. Mais moi, je mets une condition, c'est que si on touche aux retraites et si on accepte tous de travailler un peu plus longtemps, il faut qu'on ait aussi une grande réforme de la dépendance, parce que ça touche toutes les familles. Non seulement les personnes très âgées, ça doit être ensemble. Parce qu'aujourd'hui, les familles, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, elles payent l'EHPAD des parents en même temps que les études des enfants. Donc ça ne concerne pas que les personnes très âgées, ça concerne le budget familial de tout le monde. Alexis Corbière, le fait qu'Emmanuel Macron, je vais vous poser une question, le fait qu'Emmanuel Macron relance cette réforme des retraites avant la fin du quinquennat, est-ce que vous pensez que ce sera le débat de 2022 ?
Moi, je crois qu'il n'osera pas le faire, même s'il lance des thèses, parce que ce serait explosif. Ce pays refusera la régression sociale que cela signifie de porter l'âge de la retraite pour avoir droit à une retraite à taux plein, en vérité, à 65, 66 ans. Je rappelle que pour les hommes, l'âge en bonne santé, en France, en moyenne, c'est 63,5 ans. Donc, ça veut dire on n'aura même pas terminé l'ensemble de sa carrière, qu'on sera déjà, pour une moitié de Français, dans un état de santé dégradé. Alors, attendez, moi, parce que Patrick Mignola donne des chiffres. Depuis 1970, vous avez évoqué les années 80, mais moi, je pense 70. La productivité des travailleurs français a augmenté multiplié par 3. Donc toute cette productivité, cet enrichissement que fait un travailleur français doit entraîner aussi à ce que lui, le salarié, il puisse au moins ne pas voir la durée de temps de travail augmenter. Là-dessus, il y a un problème. De la même façon, il faut dire aussi des chiffres. Aujourd'hui, le déficit, il est à peu près entre 8 et 17 milliards chaque année, alors que l'ensemble du budget de la retraite, c'est 300 milliards, que le fonds de réserve qui a été mis en place, c'est 127 milliards, et que fondamentalement, le fond du problème auquel est confrontée la retraite, c'est le chômage. Luttons contre le chômage. Jean-Luc Mélenchon défend l'idée d'une garantie d'emploi. Avec 2,5 milliards investis, on pourrait créer 1 million d'emplois, et on pourrait développer le sujet, mais ça créera un ensemble de cotisations supérieures pour que tous on arrive à 60 ans. Moi, c'est ça que je défends avec Jean-Luc Mélenchon. Si vous votez Mélenchon l'année prochaine, c'est la défense de la retraite à 60 ans et une opposition radicale à ce texte, je termine, adopté au 49.3. Parce que M. Macron oublie de rappeler, et tous les deux, comme on est des parlementaires un peu tatillons et sensibles, j'espère qu'au moins là-dessus, il a piétiné le Parlement. Le peuple français ne veut pas de sa retraite. Mais personne ne vous croira. Pardon ? Personne ne vous croira. Sur la retraite Personne ne à 60 ans, croit vous voulez plus dire. qu'on fera la retraite à 60 ans. Il ne reste plus que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen pour expliquer qu'on peut partir à la retraite à 60 ans. C'est faux. Il vaut mieux qu'on travaille comme parlementaire. Alors, ne donnez pas le point à Mme savoir Le Pen parce qu'elle ne le dit pas. C'est marrant, moment... si vous luttez vraiment contre le Front National, ne dites pas qu'elle est pour la retraite à 60 ans parce qu'elle ne le dit pas. Aujourd'hui, elle ne le dit plus. Elle l'avait écrit il y a 5 ans. Oui, là, pour le coup, elle est revenue. Pour le coup, je vous donne le point. C'est vrai qu'elle change de programme économique à peu près tous les 18 mois. On le dit parfois. Voilà. Mais il vaut mieux travailler sur la retraite, sur la durée du travail au long de la vie. Parce que c'est pas la même chose de rentrer sur le marché du travail à 18 ans et de rentrer sur le marché du travail à 25 ans. L'emploi, éviter les licenciements, et donc il faut ne pas prendre donner en d'argent compte public la à l'entreprise pénibilité qui licencie. et l'âge d'entrée dans l'emploi. Ça, c'est mettre de la justice. Mais on peut pas travailler uniquement sur des barres. Aujourd'hui, l'âge légal en tant que tel n'a plus de sens compte tenu de la vie des Français. Pour vous, il y en a certains qui peuvent partir avant 60 ans. Non. Il y en a certains qui peuvent partir avant 60 ans. Vous parlez des ouvriers du bâtiment, ils pourraient partir avant et ensuite faire de la formation pour les jeunes. En revanche, des gens qui rentrent sur le marché du travail à 25 ou 27 ans, ils pourraient partir plus tard. 3, 2, 1, 0. On est à J-321 avant la présidentielle. On va accueillir Nathalie Moret pour en parler. Pas le temps. Nathalie Moret, des journaux de région du groupe EBRA. Bonjour Nathalie. Bonjour Francis. Jean-Luc Mélenchon est candidat pour la 3e fois à la présidentielle, comme François Bayrou l'avait été 3 fois. 2 personnalités, 2 parcours que nous décrypte Pascal Perrineau de Sciences Po Paris. Ces 2 formations LFI MoDem, derrière il y a 2 hommes qui ont créé leur parti. Alors est-ce qu'ils se ressemblent ? Ce sont 2 hommes qui ont pu croire qu'ils avaient un destin national. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon le croit toujours. Je vous souhaite que le 1er mai 2022, je puisse revenir vous voir comme président de la République. François Bayrou, depuis son ralliement au début de l'année 2017 à Emmanuel Macron, a fait le deuil d'un destin présidentiel. C'est sans doute un geste d'abnégation, mais ce sera aussi, je le crois, un geste d'espoir pour notre pays. 2022, est-ce que c'est la même histoire qui se répète ? Pour François Bayrou, il ne jouera pas certainement le rôle clé qu'il a pu jouer en 2017. La marque MoDem ne s'est pas tellement fait sentir dans les grandes prises de décision. Jean-Luc Mélenchon pense que c'est la 3e fois qui compte. Je me sens plus fort, plus prêt à gouverner. Et puis après, nous n'avons tous qu'un maître, le peuple, c'est lui qui décide. Autant François Mitterrand avait réussi à faire croire que les communistes, les socialistes, les radicaux de gauche pouvaient partager un projet commun, aujourd'hui, je souhaite beaucoup de courage à Jean-Luc Mélenchon pour accoucher d'un projet qui serait un véritable projet fédérateur. En 2022, Emmanuel Macron a besoin d'apparaître comme un homme qui n'est pas seul. Et bien sûr, le poids lourd le plus important à côté d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est François Bayrou. est-ce qu'il n'y a pas besoin de radicalité aussi ? On a une société française qui est en colère. Dans l'espace de la droite, Marine Le Pen a des capacités à s'ériger en porte-parole de cette colère. Mais dans l'espace de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, dont on a parfois l'impression qu'il est tout le temps en colère. Nathalie. Patrick Mignola, on l'a encore rappelé dans le sujet, Emmanuel Macron a été élu grâce au soutien de François Bayrou en 2017. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il est toujours aussi écouté ?
Ceux qui conversent ensemble à période régulière. Et je pense qu'à la différence de ce que disait Pascal Perrineau, François Bayrou et le MoDem en général, aura une place dans l'année qui vient auprès du président de la République, parce qu'au fond, la thèse qu'on a toujours défendue, qui était de faire travailler ensemble les modérés des deux rives. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une gauche qui est traumatisée par ces nouveaux débats et ces nouvelles divisions internes, et qu'il y a une droite qui, avec les mains tendues successives du Front National, est en train également de se diviser. Nous avons besoin d'élargir la majorité. Certes, et au fond, c'est le message qu'on avait toujours porté, d'être capable au centre de la vie politique française de faire travailler des gens de droite et de gauche. Sauf qu'il y avait un certain nombre de promesses qui avaient été avancées, par exemple celle de la proportionnelle. 4 ans et demi après, c'est toujours pas le cas. Est-ce que vous y croyez pour les législatives de 2022 ? Il faudrait le faire parce qu'on ne peut plus rester... on peut le faire par référendum, c'est la thèse que défend François Bayrou. Donc le référendum est toujours à l'ordre du jour. Si on pouvait avoir cet automne un référendum sur le climat et un référendum sur les institutions, je pense que les Français pourraient se retrouver un peu mieux dans ce que nous sommes. On a besoin d'un Parlement plus fort. Juste un référendum le même jour. Mais ça pourrait être le même jour. Mais vous savez, moi, nous sommes frontaliers de la Suisse, Nathalie Mouret le sait bien, puisqu'elle travaille entre autres avec le Dauphiné libéré. Nous sommes frontaliers de la Suisse. En Suisse, on pose régulièrement des questions. Ce sont les votations. Mais pourquoi on ne pose pas la question aux Français sur ce qui les concerne le plus ? Et s'il y avait Comment pas de ils sont référendum, représentés ça pourrait laisser des traces entre le MoDem et le président de la République ? C'est évidemment, depuis que le MoDem, le groupe des démocrates à l'Assemblée, a pris une importance un peu supérieure, parce que désormais, c'est nous qui contribuons à la majorité à l'Assemblée nationale, on veut absolument nous opposer d'une façon ou d'une autre avec les autres mouvements de la majorité. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que cette majorité, elle resserre ses liens pour créer d'autres liens avec d'autres. On a besoin de structurer cet espace central de la vie politique française, parce qu'on voit bien que les deux grands partis qui régissaient la Ve République sont en train de s'effondrer. Vous aviez justement annoncé cette semaine la création de Confluence, justement pour créer cette maison commune dont on entend parler depuis très longtemps. Est-ce que vous avez demandé le feu vert à François Bayrou et à Emmanuel Macron pour le faire ? François Bayrou, bien sûr, il était informé. Il s'agit d'une initiative locale. Tout simplement pourquoi ? Parce que nous faisons campagne sur le terrain, et je vois des maires et tout simplement des électeurs qui nous disent écoutez, moi je suis de gauche, mais je suis très mal à l'aise avec ce que devient le Parti socialiste, je suis de droite, et je peux plus voir des Guillaume Pelletier qui sont plus dans la main tendue, mais qui sont carrément dans la main serrée avec le Front National. Ces personnes, on n'est pas obligé de leur dire vous devez passer par le prisme du MoDem ou de la République En Marche pour venir dans la majorité présidentielle. Venez travailler avec nous, l'important c'est de redresser le pays dans les années. Dans une maison commune qui n'a pas de nom à part maison commune. Chez nous, ça s'appelle Confluence. Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est un très joli nom qui sonne un peu lyonnais, mais pas seulement. Nathalie, Alexis Corbière. Alexis Corbière, les sympathisants de gauche veulent majoritairement un candidat unique et une candidature rassemblée pour l'élection présidentielle de 2022. Actuellement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en tête des sondages. Donc qu'est-ce que vous, France Insoumise, vous pouvez proposer aux autres forces de gauche pour qu'elles vous rejoignent ? Je pense que ce que veulent les gens, le peuple de gauche et même les milieux populaires, c'est éviter un second tour Macron-Le Pen. C'est d'abord ça. Et les gens veulent gagner. Comme on leur répète qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de rassemblement, il y aura obligatoirement une défaite, les gens abordent les choses comme ça. D'abord, moi je pense que si on veut gagner, regardons ce qui va se passer là. Vous nous invitez à l'occasion d'élections régionales et départementales, je le rappelle, il y a le phénomène de l'abstention. Et sociologiquement, l'abstention, c'est les milieux populaires. Ouvriers, employés, chômeurs, avec des taux d'abstention à 80%. Vous demandez comment vous faites pour que les autres vous rejoignent. Ce que je veux dire, c'est que pour s'adresser à ces milieux-là, c'est pas seulement leur disant on est rassemblés, youpi, et les gens vont se lever. Parce qu'on est rassemblés dans certaines régions actuellement, et ça démontre que nous avons un problème. Il faut avoir un programme qui permet ce rassemblement et qui permet de mobiliser des milieux qui ont pris une distance par rapport notamment à des... Mais pour l'instant, votre programme ne réunit pas toute la gauche. Est-ce que vous pourriez, par exemple, l'amender ? Oui, on peut l'amender. On l'a même mis, pour ce qui est du programme de Jean-Luc Mélenchon, l'Avenir en commun, qui a déjà rassemblé 7 millions de voix. Nous l'avons envoyé aux différentes formations politiques, notamment le Parti socialiste, par exemple, qui n'a jamais répondu et qui ne veut pas vraiment d'une discussion sur le programme. Mais il est amendable. Mais on peut modifier certains points, mais il faut quand même que l'idée forte qui est dedans, à savoir ce qui est des fondamentaux d'une pensée républicaine de gauche. Partageons les richesses, ce pays n'a jamais été aussi riche, les inégalités sont fortes. Transition écologique, parce que le modèle productiviste est en train de ficher en l'air la planète. Et enfin, changement d'institution, parce que la monarchie présidentielle de la 5e étouffe toute vie démocratique. Est-ce que là-dessus on peut s'entendre ? Moi j'observe que le problème du Parti socialiste dans la polémique... Par exemple, la 6e République, c'est non négociable. Oui, parce que sinon pourquoi faire ? Moi, je vais vous dire, malgré toute l'affection, et plus que ça que j'ai pour Jean-Luc Mélenchon, je ne me bats pas pour qu'il soit le nouveau monarque demain. La question, c'est comment on arrive à forger des institutions
par le peuple, qui sont plus démocratiques. Il faut que tu aies une vraie vie parlementaire et pas une concentration de pouvoir sur un seul homme. Je dis aux Français, méfiez-vous de la concentration de pouvoir sur un seul homme. Justement, il n'y a pas qu'un seul homme, puisqu'il y a énormément de candidatures pour l'instant à gauche, y compris le Parti communiste, qui n'en avait pas présenté depuis 2007. Fabien Roussel sera candidat. Est-ce que c'est un problème pour vous, notamment, par exemple, pour les 500 signatures de maires? Non, c'est pas un problème pour les 500 signatures. Donc vous les avez déjà ou... On est en train de les ramasser, on perd du temps là-dessus. Effectivement, c'est d'ailleurs un obstacle antidémocratique. On a proposé d'autres solutions. Mais pour l'instant, ça n'est pas un problème. Non, mais ça, nous, on perd du temps, ça nous complique les choses parce qu'il faut faire. Jean-Luc Mélenchon aura ses 500 signatures. Ou alors ce serait un scandale quand même. J'espère que tout le monde prenne la mesure de ce que je suis en train de dire, y compris que si des maires non France Insoumise me regardent, j'espère qu'ils auront à cœur, sur le terrain de la démocratie, au moins de permettre qu'un grand candidat, un grand courant de pensée soit au moins représenté. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Non, par contre, moi j'aurais souhaité effectivement qu'on puisse à nouveau, avec les communistes, comme on l'a fait des fois, sur le programme on dit peu ou prou la même chose, et là-dessus, je perds pas, comment dirais-je, espoir qu'on arrive à des choses qui amènent à ce qu'on se rassemble, notamment pour les élections législatives et la suite. Alors justement, législatives, il pourrait y avoir un accord pour les législatives entre tous les partis de gauche, justement? D'abord, la cohérence. Vous savez, en 5e République, depuis le quinquennat, la dynamique, elle est présidentielle. Donc je dis à tout le monde, moi je suis favorable à ce qu'il y ait un accord, mais si c'est le jeu de la tête à claque à l'occasion des présidentielles et qu'après la législative sera plus compliquée. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon, marchant en tête, a sans doute une responsabilité particulière, aussi de discuter avec des forces, nous le faisons pour voir comment on s'entend législative. Mais j'entends beaucoup de critiques contre Jean-Luc Mélenchon qui empêchent d'avoir une discussion sur le... Dernière question. Une dernière question sur les écologistes. Europe Écologie Les Verts choisira sa tête de liste à la rentrée. Si c'est Sandrine Rousseau ou Éric Piolle qui est désigné, est-ce que clairement, ce serait beaucoup plus facile pour vous d'avoir une candidature commune que si c'est, disons-le clairement, Yannick Jadot? Sans doute, parce que c'est sur le fond. Merci de poser le problème comme ça. La question n'est pas la personnalisation des désaccords. Sur le fond, M. Jadot est pro-européen, favorable au traité européen. Sur le fond, M. Jadot ne se fait pas entendre sur les questions sociales, sur la retraite dont on vient de parler, etc. Alors que je pense que ça va être au cœur de la campagne. Donc ce serait plus facile avec... on pourra discuter programme, on l'a déjà fait avec Sandrine Rousseau. Nous, notre programme... aussi. Et Éric Piolle aussi. Il est déjà venu à nos journées la dernière fois. De la même façon que je désespère pas que M. Hamon, vous évoquiez Fabien Roussel, qu'on puisse discuter. Autant je crois que le mythe de la candidature unique, vous avez de la mémoire, ça n'est jamais arrivé à gauche. Par contre, éviter la division artificielle sur des sujets incompréhensibles, faisons-le, et vous avez donné des noms qui, à mon avis, doivent converger, se retrouver dans ce que porte Jean-Luc Mélenchon. Merci Nathalie, c'était clair, net et précis. On va revenir au départemental et régional des 20 et 27 juin. Je martèle les dates. Oui, 2 élections, cher Francis Non, mais en Letellier. plus, c'est important pour tout le monde, pour la démocratie. Mais les gens ne vous, savent pas qu'il y a évidemment. 2 votes le même jour. Et dans les sondages, le Rassemblement national arrive en tête dans plusieurs régions. Dans ce cas, est-ce qu'il faut ou pas faire un front républicain pour faire barrage au RN? Cette semaine, Stéphane Séjourné, député européen de La République En Marche, qui est conseiller d'Emmanuel Macron, a estimé que le front républicain est mort ou presque. Est-ce que c'est votre avis? Dans l'idée qu'on avait du Front républicain, c'est-à-dire que toutes les autres listes se retirent lorsqu'il y a un risque Front national, on voit que dans des élections régionales, dès lors qu'on passe 10% au premier tour, on peut se maintenir, il faut le rappeler aux téléspectateurs, on peut peut-être réfléchir de plusieurs manières. Soit on ne peut pas s'entendre parce qu'on n'a pas de valeur commune. Auquel cas, si vraiment il y avait un risque Front national, il faudra qu'on assume cette responsabilité. Moi, je suis très clair sur le sujet. Dans ce cas-là, il faut se retirer. Vous savez, moi, faut se retirer. Mes premiers engagements politiques, c'était 98. Parce que le Front national, il est haut, ça date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, s'il n'y a pas d'accord pour le second tour, dans ce cas-là, il vaut mieux se retirer. Exactement. Et puis, il y a des endroits, parce que ce sont des élections régionales, on peut peut-être arriver à faire travailler des gens différents ensemble. Dans des régions où le Front national est très haut, par exemple les Hauts-de-France. Moi, je n'imagine pas que le président sortant des Hauts-de-France ira jusqu'à s'entêter à vouloir absolument gagner seul, au risque de perdre seul. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il refasse une liste de second tour, y compris avec la gauche et jusqu'à la France Insoumise. Mais comme on le fait dans n'importe quelle élection compris avec la France municipale, Insoumise. il n'est pas interdit de faire travailler ensemble des gens différents. À l'échelon national, jusqu'où il y aura nécessairement des compétitions aux élections présidentielles, aux élections législatives, mais à l'échelon local, on n'est pas capable de s'entendre, de se rassembler pour travailler sur des sujets... Tout le spectre politique. Très concrets. Ça peut être avec tout le spectre ou avec une partie du spectre, ce que je crois. Mais il n'y a pas d'exclusive à part le RN. C'est qu'aujourd'hui, vous savez, les régions, aujourd'hui vous avez des présidents de régions qui, parce qu'ils ont assez largement échoué sur le plan économique, alors que c'est le premier devoir des régions, c'était de faire de la relocalisation industrielle, c'était de développer l'industrie, c'était de développer l'emploi, et ils l'ont très mal fait, quelle que soit leur couleur politique sur les 6 années qui viennent de s'écouler. Donc, à partir de là, ils ne parlent que de sécurité. Il faut que dans les 6 ans qui viennent, on soit capable de venir enfin sur les sujets économiques. Et ça, on peut quand même le faire, parfois, en travaillant avec d'autres. Vous savez, dans les conseils régionaux... Imaginons, vous êtes 90%. dans une région, on va faire un scénario, là.
vous pouvez faire une alliance. Et Alexis Corbière est sur une liste en face. Vous faites alliance avec Alexis Corbière pour faire barrage au RN. Vous savez, dans la région qui est la mienne, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a très bien travaillé avec des personnes qui viennent du Parti socialiste. Non, je parle de la France insoumise. On a très souvent, mais d'ailleurs, les insoumis qui siègent à la région Auvergne-Rhône-Alpes, lorsque je dirigeais les transports, ont voté pour toutes les propositions que j'avais faites à l'époque. À l'échelon local, on est capable de travailler ensemble. Alors ça vous déplaît parce que vous préférez être dans l'opposition, mais localement, on y arrive. Je ne veux pas mentir aux gens. Moi, le problème de cette formule, c'est qu'il y a des gens qui s'en revendiquent, mais qui parlent de plus en plus comme le Front et qui sont de moins en moins républicains, si on comprendra ce que je veux dire. C'est pas le cas de Patrick Mignola. Non, mais c'est le cas aujourd'hui d'un agenda politique où on a l'impression que le Front National est au cœur de tout. D'une tonalité générale, notamment dans ce climat, on met l'immigration au cœur, on stigmatise toute une série de gens, etc. Je veux dire les choses assez clairement. Pour lutter contre les idées d'extrême droite, premièrement, il faut arrêter de mettre le rassemblement au cœur des choses. Non, le Front National ne progresse pas nécessairement dans les élections qui viennent, selon les sondages que nous avons à l'heure actuelle. Et je lance un appel à travers vous, cher Francis Letellier, que cessent les journalistes de nous expliquer en permanence que le Front National progresse, alors qu'il y a des régions... Pas dit ça, hein. Mais je le dis, oui, mais parce que si chaque fois qu'on est invité, on doit se positionner par rapport au Rassemblement National, c'est un agenda politique qui profite au pouvoir actuel, qui vise à dire il n'y a qu'une possibilité de faire face à Mme Le Pen, c'est M. Macron. Donc, M. Corbière, vous êtes pour ou contre? Non, je parle des régionales et départementales. Est-ce qu'il faut un Front républicain? Non, c'est parce que tout ce qui est sans contenu politique, si c'était au secours, l'extrême droite arrive, mais qui vise à créer des politiques qui après ouvrent le champ à la progression du Front National, vont nous amener à ce que la catastrophe, nous l'organisons nous-mêmes. Pas de Front républicain. Donc d'abord, il y a un premier tour, organisons chacun. Sinon, pas de Front républicain. Verra, mais moi je ne réponds pas à ça. Mais évidemment que, comment dirais-je, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Je ne vais pas soutenir M. Mariani pour faire croire que, par exemple, Monsieur Muselier, pour faire croire qu'il est un obstacle à Monsieur Mariani. Quelle est la différence sur beaucoup de sujets? De plus en plus, personne ne la voit. Donc, ce qu'il faut faire, je vais vite, c'est exister. Parler aux gens, faire des propositions alternatives. Et si de moins en moins ces propositions alternatives n'existent dans le débat et qu'on est tous collés au mur à devoir se justifier à peu de mots pour savoir si je choisis l'un ou l'autre, ça crée finalement le sentiment que la seule force aujourd'hui alternative, c'est le RN, alors que pendant je continue à penser que Jean-Luc Mélenchon peut gagner la présidence. Renaud Muselier, il a été courageux. Merci Patrick Mignola d'avoir accepté de participer à Dimanche en politique qui se termine. Il est l'heure de l'actualité de la mi-journée avec Catherine Matoche.